Depuis plus de 2 siècles, ils réagissent aux alarmes. Ils répondent aux appels au secours. Chaque jour, depuis plus de 2 siècles, ils font face aux souffrances. Ils traversent les pages dramatiques de l'histoire de Paris. Les Parisiens ont besoin d'eux. Alors ils s'habillent, s'équipent, montent dans leur camion et s'élancent sans compter, sans attendre aucune gloire. Toutes sirènes hurlantes, ils foncent vers les tragédies qui écrivent leur histoire. Attentats, sabotages, explosions de gaz. Au milieu du quotidien, ils sont confrontés à ce que nous vivons de plus exceptionnel. Des morts, des blessés par dizaines. Et chaque fois, restez concentrés sur l'organisation à mettre en place, les procédures à suivre. Ne pas perdre de vue sa mission quand le chaos vous entoure. Ce sont les 8500 hommes et femmes qui font de la devise de la brigade une réalité. Prêts à donner leur vie, mais aussi à assister aux scènes les plus violentes. S'engager à sacrifier une partie de soi. Humblement, garder dans les yeux les marques indélébiles des drames de Paris. Nous sommes en 1968, l'année où la région parisienne est repensée. 7 départements sont créés. Et la zone d'action du régiment de sapeurs-pompiers qui recouvrait Paris et l'ancien département de la Seine s'élargit aux 3 nouveaux départements de la Petite Couronne. 43 communes supplémentaires, des effectifs qui augmentent, et le régiment devient brigade. La spectaculaire intervention du 29 janvier 1968 va permettre de tester cette nouvelle organisation et marquer le début d'une grande réflexion sur le déroulement des interventions. C'est un incendie criminel qui se déclare vers 3h30 du matin dans la grande usine d'hydrocarbures de Saint-Denis. André Bonetto est chauffeur de taxi. Il travaille de nuit et habite le quartier ouvrier du Landy. L'usine est au milieu des habitations, à 50 mètres de chez lui. Ce jour-là, quand je rentrais de travailler, c'est là que je prenais mon repas, bien sûr. Et c'est là que j'ai vu le quartier, vous savez, s'illuminer. Je me demandais ce que c'était. J'ai pensé tout de suite, bien sûr, à un incendie. Donc je suis sorti, je me suis approché du canal. Et c'est là que j'ai vu que c'était les hydrocarbures qui se trouvaient au-delà de la voie de chemin de fer. La première image que j'ai de ce feu, c'est la grande lueur vacillante au nord de Paris. Quand on était dans Paris et qu'on allait vers Saint-Denis, il y avait cette grande lumière orange qui vacillait derrière le Sacré-Cœur. Et c'est là que j'ai entendu cette explosion, ce gros boom. C'était la première cuve qui explosait. Et puis après, ça s'est enchaîné, vous savez. Là, on a commencé à entendre les pompiers qui arrivaient de partout. Et on a vu les gens qui commençaient, bien sûr, affolés, réveillés par le bruit et autres, qui commençaient à quitter le quartier parce qu'on avait vraiment peur que le quartier saute, quoi. Puis alors, comme c'est un quartier pauvre, il y avait aussi la moitié de bidonvilles et autres. Il y avait des gens, je me souviens, son seul bien, c'était sa télévision. Il avait sa télévision sur le dos et il fuyait avec la télévision, avec tout ce qu'il avait, vous savez, de plus précieux, quoi. Le jour se lève et offre aux habitants un spectacle inquiétant. Ce sont 20 000 mètres cubes d'hydrocarbures répartis dans 102 réservoirs. Des colonnes de distillation et plusieurs rames de wagons-citernes qui risquent d'exploser. On a fui, vous savez, le plus loin possible. On s'est mis sur le pont du Landy. Ça faisait quand même, à vol d'oiseau, près d'1 kilomètre. Le peu de vent qu'il y avait nous amenait une chaleur, vous savez. On le sentait au visage, vous savez. Alors je disais, les gars sur place, comment ça doit chauffer, hein.
Le feu marque son territoire, hein, c'est un peu comme une bête qui dit « moi j'occupe le terrain, vous n'y rentrez pas ». On va essayer de le faire changer d'avis au fil des heures, mais dans un premier temps, c'est lui qui dicte sa loi. Donc tout le monde reste en dehors du dépôt, tout le monde reste autour du dépôt. Et la première manœuvre est d'établir tout un dispositif de lance à très gros débit, à grande portée, qui vont en fait enfermer le feu dans une espèce de mur d'eau. Je dois avouer qu'on a un moment de, pas vraiment de peur, mais si un petit peu de peur. Hein. C'est un peu l'angoisse de se dire, est-ce qu'avec les moyens qu'on a, on va arriver au bout de ce foyer qui était gigantesque. Hein. Il y a une absence de mesure entre la taille du feu et les moyens dont on dispose. Mais bientôt, les lances les plus puissantes sont mobilisées. Et grâce aux 3 lances Monitor, aux 9 lances grande puissance et aux 21 grosses lances, alimentées par un bateau-pompe venu du centre de Paris, le feu baisse d'intensité. Les hommes rentrent sur le terrain et se glissent entre les cuves. Au point de vue équipement, on avait le casque de parade, si vous voulez. Hein. On n'avait pas le casque F1 que tout le monde connaît maintenant, type cosmonaute. Hein. On avait ce casque enfin, qui protégeait quand même. Hein. On avait le veston en cuir qui était transpercé allègrement par la pluie. Avec l'ancien casque, quand on commençait à avoir les oreilles qui commençaient à devenir en chou-fleur, c'est qu'on savait qu'il ne fallait pas s'avancer plus loin, que la chaleur rayonnante était importante. Hein. Les arbres ont eu leur écorce qui ont craquelé et les feuilles qui ont brûlé. Hein. Il y avait une grande enseigne lumineuse aussi d'une station-service qui s'était tordue par la chaleur et qui était tombée sur le trottoir. Et pour une lance qui arrosait l'incendie, eh bien, il y avait une lance qui arrosait les pompiers qui arrosaient l'incendie. Les pompiers tentent de protéger les endroits les plus dangereux, et notamment la tour de cracking qui est la plus haute de l'usine. C'est elle qui permet la distillation des différents produits du pétrole. Alors moi, comme mission, je m'en souviens particulièrement, hein, c'était de refroidir sans arrêt cette tour, malgré l'intensité du feu, de façon à ce que les gaz qui sont contenus dedans, sous la dilatation, ne la fassent pas exploser. Le lieutenant Rossigneux est posté juste en dessous de la tour de cracking. Autour de lui, 60 cuves explosent les unes après les autres. On voyait les bidons, vous savez, des bidons de 200-300 litres qui sautaient en l'air, vous savez. Je vous dis, c'était un beau feu d'artifice. Hein. Ces cuves-là avaient été conçues, voyez-vous, de manière que quand elles explosaient, qu'elles n'explosaient pas sur les côtés. Le toit de la cuve aurait été soudé plus léger, de manière que si ça sautait, que ça fasse une flamme, mais en hauteur, et qui n'explose pas, voyez-vous. Sinon, ça aurait grillé tous les pompiers qui étaient là si elles avaient explosé sur les côtés, quoi. Je me souviin qu'il y a le toit d'un bac qui s'était envolé et qui était retombé sur le pavillon du gardien du dépôt et qui avait carrément enlevé un étage. Donc les pompiers progressaient tout autour en se protégeant derrière tous les obstacles possibles pour manœuvrer leurs lances. Aux alentours de 14 heures, les pompiers semblent maîtriser le feu. Mais la fuite d'une vanne va provoquer une réinflammation. À un moment donné, le feu avait baissé de tellement d'intensité qu'il n'y avait plus de flamme. Hein. Donc j'ai eu une deuxième mission qui était de continuer à arroser les cuves de façon à éviter une reprise du feu. Une demi-heure, 3/4 d'heure après, l'ensemble s'est réenflammé et il a fallu recommencer l'extinction. C'est un phénomène connu hein, et qui arrive sur ce type de feu. La bataille s'intensifie alors et va se prolonger pendant 3 longues heures. L'extinction totale pourra se faire grâce à l'utilisation de 1100 litres de mousse. Ce n'est qu'à 17h50 que le général Cassot, le premier commandant de la brigade, déclarera les hommes maîtres du feu. C'est vraisemblablement le plus grand feu d'hydrocarbures que les pompiers de Paris ont eu à combattre au moins en temps de paix. Les feux d'hydrocarbures étant extrêmement rares. Un pompier qui participe ou qui commande sur un grand feu d'hydrocarbures, c'est vraisemblablement son premier et son dernier grand feu.
Le feu d'hydrocarbures de 68 nous a permis de nous rendre compte qu'à travers ce sinistre, il y avait une notion importante qui nous servira plus tard dans le plan rouge, c'est la notion de risque évolutif. Cette notion pousse déjà la brigade à réfléchir à une organisation des secours. Mais l'intervention qui va être déterminante pour la création du plan rouge a lieu 5 ans plus tard, lors d'une journée historique, le 11 juillet 1973. Cette journée, c'était la journée la plus longue pour la brigade, puisque la brigade a connu un incendie important, Galerie Barbès. Il y a eu un accident d'avion à Choles-Chartreux, pour lequel la brigade est intervenue. Et il y a eu un feu de matériaux plastiques dans la banlieue parisienne. Et enfin, il y a eu Gévelot. La cartoucherie Gévelot est située en pleine ville d'Issy-les-Moulineaux. Elle s'est implantée au début des années 1800. Les bâtiments sont très anciens et le site est répertorié parmi les établissements les plus dangereux. C'est une fabrique de cartouches de guerre, ce qui veut dire que c'est extrêmement inflammable. Mais autour de tout ça, il faut les transporter. Donc elles sont stockées dans des cartons, ça brûle, des emballages, il devait y avoir beaucoup de bois. Donc finalement, c'était un véritable brûlot. Les bâtiments se sont construits autour de l'usine. Il y avait des immeubles d'habitation de plus de 10 étages. Donc, c'était vraiment quelque chose de curieux. Il est minuit 19. Serge Horvat est de garde à la caserne de Grenelle lorsque le feu se déclare. On entend le message du premier chef de garde demandant double renfort. Tout au long du chemin, on s'est préparé mentalement à intervenir et à mettre des grosses lances en action. Ça va vous paraître curieux ce terme, mais on était excités dans le sens où on était en train de se dire « ça y est, on va faire un bon feu ». Mais cette excitation se heurte rapidement à la violence de l'incendie. À l'arrivée du sous-lieutenant Horvat, 6 bâtiments sont déjà mangés par les flammes. J'arrive sur place et là, je rencontre un sous-officier qui était le premier chef de garde. Il me dit « Mon lieutenant, moi je suis de ce côté-là, essayez de faire le tour et de pénétrer par derrière pour prendre le feu en tenaille. » On passe par là et je mets 2 lances en batterie. On a bien travaillé pendant au moins une demi-heure avec nos 2 lances. Le feu baisse alors d'intensité. Les pompiers pensent même qu'il pourra être bientôt maîtrisé. Mais les renseignements qui leur arrivent sont inquiétants. L'incendie menace le bâtiment G, appelé le blocos. C'est là que sont stockées toutes les munitions prêtes à être vendues. Serge Horvat reçoit des ordres. Il faut à tout prix protéger cette partie de l'usine. Horvat, tu vas envoyer quelqu'un pour ouvrir la porte du blocos, pour aller faire une reconnaissance. Ça m'a paru à l'époque curieux, mais bon, c'était un ordre donné par le général, par le colonel. Il fallait que j'y aille. Mais je me suis dit, je ne vais pas, c'est trop dangereux, je ne vais pas envoyer quelqu'un. Je ne vais pas envoyer un de mes hommes. C'est moi qui vais y aller. J'essaye de forcer la porte, mais j'entendais quelque chose qui n'allait pas. Ça me revient maintenant. J'entendais comme des roulements de tambours, des grondements au-dessus de nos têtes.
Et effectivement, au-dessus de nos têtes, il y avait des mouvements de flammes, des roulements de flammes. C'était bleu, c'était rouge, c'était orange. Ça crépitait, ça peutait. C'était impressionnant. J'étais en train de forcer cette porte quand j'ai cru... il y a eu un grondement de tonnerre, quelque chose d'énorme, et j'ai plus rien entendu après. Ça avait explosé. La cartoucherie avait explosé. Je me suis réveillé et j'étais enseveli. J'avais un mur sur moi. Il faudra l'intervention du lieutenant Potier, également blessé, et l'emploi d'un cric pour que Horvath soit dégagé et sauvé, avant d'être brûlé vif. L'explosion fait 28 blessés parmi les sapeurs. La situation est exceptionnelle et la brigade peine à y faire face. Ceux qui étaient encore valides ont dû, dans un premier temps, récupérer les blessés, les évacuer et ensuite reprendre la lutte. Reprendre la lutte alors que le feu, lui, avait dû reprendre une force avec l'explosion. Donc il a fallu repenser le dispositif, déplacer vraisemblablement les lances qui étaient déjà en place pour circonscrire véritablement le feu. L'incendie sera finalement éteint à 4h51, après avoir mobilisé 350 sapeurs pendant 4h30. Serge Horvath se réveille, lui, quelques heures plus tard, à l'hôpital. J'ai des croûtes de partout, et puis surtout j'étais parsemé d'éclats. Véritablement parsemé d'éclats. Et ces éclats, c'était soit des morceaux de balles, soit des amorces qui avaient été projetées. Mais j'en étais couvert sur tout le corps. Je suis resté quelques longs mois à l'hôpital. Alors, on a eu les honneurs de la presse, on a été décoré par le ministre, on a été cité à l'ordre de l'armée, on a eu des interviews dans la presse. Enfin, c'était curieux, quoi. On n'avait pas trop l'habitude de cela. On met un certain temps à s'en remettre. Vous dire que je n'ai pas été marqué par ce feu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai été vraiment marqué par ce feu, par ces mois d'hôpital, par les blessés. Et en regardant derrière moi, je pense que j'ai bien dû mettre 2 ans à 3 ans pour reprendre véritablement la main. On se sent un petit peu diminué. Je me sentais diminué. Je n'avais plus la même plénitude physique. De 23 ans, j'avais pris quelques années en plus. Cette intervention, impressionnante par les risques qu'elle a fait courir aux sauveteurs, a également révélé un défaut d'organisation au moment de l'évacuation des blessés. Chaque ambulance prend son blessé, part vers son hôpital sans rendre compte. Ce qui fait que dans l'espace d'une demi-heure, 15, 20 blessés, je ne me souviens plus du nombre, sont partis des lieux d'intervention, parfaitement bien traités, la question n'est pas là. Ils sont partis dans des directions différentes et nous avons perdu leurs traces. À l'époque, les systèmes informatiques n'existaient pas. Ils n'ont été retrouvés que vers 2-3 heures du matin. La brigade réfléchit alors à la façon dont elle doit réagir en cas d'urgence collective, une notion qu'elle prend en compte pour la première fois. Elle met en place le plan bleu-blanc-rouge qui organise le ramassage des blessés et crée le poste de directeur des secours médicaux. Ce sont les mêmes acteurs, ce sont les mêmes procédures, mais le quotidien ne peut pas s'appliquer à l'exceptionnel. L'exceptionnel nécessite des règles d'action tout à fait différentes. Le directeur des secours médicaux est un homme, n'est pas un technicien, c'est un stratège qui va diriger tous les secours médicaux. Et
la configuration géopolitique de la région parisienne est telle qu'en cas de grand sinistre, c'est la brigade qui dirige les opérations de secours. Mais ce premier plan bleu-blanc-rouge va rapidement s'avérer perfectible. La brigade va constater ses limites lors de l'intervention de la rue Renoir, dans le 16e arrondissement de Paris. La rue Renoir, c'est une petite rue qui descend derrière la maison de la radio et il va y avoir 3 explosions de gaz. La première va blesser les gens, mais pas beaucoup. C'est une après-midi glaciale du mois de février. Les pompiers sont appelés à 15h27 pour une explosion suivie de feu au 70 rue Renoir. Je sortais d'une réunion qui avait lieu dans un centre de secours, qui est le centre de secours de Malard, dans le 7e arrondissement. Quand j'étais à hauteur du Trocadéro, j'ai entendu les secours qui partaient pour une explosion rue Renoir. Donc je me suis présenté rue Renoir en même temps que les premiers engins de sapeurs-pompiers. Il y a eu une explosion, il y a eu un feu qui n'est pas très important. C'est une affaire, j'allais vous dire, qui est presque banale au départ. Suzanne Marette, alors âgée de 60 ans, vit avec sa mère dans l'immeuble situé au 28 avenue de Lamballe, juste en face du lieu de l'explosion. Ma mère était dans son coin d'appartement avec sa femme de ménage quand on a entendu un bruit gigantesque. C'était une explosion là, à côté. Les pierres des balcons sautaient, tombaient dans la rue, les rideaux étaient arrachés, s'accrochaient aux arbres. Et je vous dis, il y a une jeune femme qui a été tuée au feu rouge parce qu'elle a reçu une pierre dans sa voiture. Alain Ménargue était alors journaliste à France Inter. Son preneur de son et lui se rendent sur les lieux en rentrant d'un reportage à l'Assemblée nationale. Les premières voitures de pompiers venaient juste d'arriver quand on est arrivé. Donc on s'est mis sur béquilles sur le trottoir pour éviter de gêner les gens. Les pompiers ont commencé à faire leur travail et moi j'ai commencé à décrire. Il n'y a plus une vitre, tout est descendu. Actuellement, les pompiers ont dressé des grandes échelles et font descendre les habitants par la grande échelle. Je me souviens que cette explosion a soufflé le plancher du rez-de-chaussée de l'immeuble et le premier étage. Et il me reste une image, c'est en regardant par la grande brèche des vitrines qui n'existaient plus, de voir un fauteuil qui a été planté dans le plafond du 2e étage qu'on voyait depuis le rez-de-chaussée. C'est l'apocalypse en plein Paris. Le spectacle attire de plus en plus de badauds. Ils vont bientôt comprendre leur imprudence. La curiosité, parfois morbide, est telle qu'on s'agglutine et quand ils sont repoussés, il suffit que le policier qui les a repoussés s'éloigne ou s'occupe de quelqu'un d'autre pour qu'ils reviennent. Les badauds avaient l'impression que puisque ça avait explosé, ça ne pouvait plus bouger. On paie un périmètre de sécurité qui couvre 3 ou 4 immeubles avant, 3 ou 4 immeubles après. Hein. La rue Lamballe n'est pas du tout concernée. D'abord, j'y mets ma voiture. La police, il met tous ses cars de police. Donc la rue Lamballe n'est pas du tout concernée par le problème dans le premier incident qui nous a amenés sur place. Je me disais, il faut tout de même que je sorte, j'ai des courses à faire, il faudra quand même que je me décide à sortir. Bon. Et puis je ne me décidais pas à sortir. Et c'est cette hésitation qui m'a sauvé la vie. Je crois que Alain Ménargue est en ligne. Oui, Jean-Luc, une deuxième explosion vient de se produire dans l'immeuble juste en face. Le feu a pris au rez-de-chaussée et grimpe dans les étages à une vitesse effrayante. Et en haut, au 5e et au 6e, il y a des personnes aux fenêtres. On a été envahis par une fumée noire, qui faisait qu'on ne voyait plus rien. Et puis, dans la cage d'escalier, on entendait le feu.
j'ai entendu des cris atroces et ça m'est resté là. C'était 2 jeunes filles du 8e qui avaient pris l'ascenseur de service et qui ont brûlé vives dans l'ascenseur. Les pompiers comprennent alors que le gaz a envahi le quartier. Comme les conduits sont très anciens, ils circulent dans les caves et passent d'immeuble en immeuble. Il a suffi que la machinerie de l'ascenseur se mette en marche pour que l'immeuble de Suzanne Marette explose. C'était impossible de savoir ce qui allait se passer, si vous voulez. Et il fallait bien être là. Donc ça pouvait claquer, si vous voulez, à tout moment. Les pompiers se sont fait surprendre par cette deuxième explosion qui a eu lieu dans leur dos. 3 passants ont été projetés et tués sur le coup. Les secours sont complètement désorganisés. Et pendant que Suzanne Marette et sa mère tentent d'attirer l'attention des sauveteurs... De tous côtés, bien sûr, se dressent des échelles de manière à atteindre les étages supérieurs qui ne sont pour l'instant pas encore touchés par les flammes. Mais on ne peut, il est actuellement impossible, bien sûr, de passer du 5e au 4e, le 4e étant envahi par les flammes et la fumée bloquant tout. Les pompiers tentent de pénétrer dans... Écoutez, je crois que nous avons des petits problèmes de liaison avec notre reporter. Oui, je vous entends. Une deuxième explosion, une 3e explosion vient d'arriver, qui a tout soufflé là autour de nous. Je suis entouré d'un nuage de poussière, je ne vois strictement rien. Moi, le technicien a disparu. Les pompiers passent à côté de moi, le visage en sang. Il y a des scènes stupéfiantes, si vous voulez. Quand les gravats sont tombés, les fumées sont retombées, là, c'est la scène peut-être de guerre où vous avez des gens qui sont tués, gravement, j'allais vous dire, blessés et surtout mutilés, puisque ce sont des appuis de fenêtres qui ont été projetés et qui ont décapité des badauds. Le bilan est très lourd. Il y a 12 morts, mais aussi plus de 80 blessés à prendre en charge. À l'époque, c'était Police Secours qui se chargeait du ramassage des gens sur la voie publique. Et ils vont transporter à toute vitesse des gens sur l'hôpital Ambroise Paré, ce qui est l'hôpital le plus proche. Or, Ambroise Paré, ils ont un interne de garde. Lui, il va voir arriver un nombre colossal de victimes. Et donc, il y a des gens qui vont pratiquement mourir à l'hôpital parce qu'il n'y aura pas assez de médecins pour les soigner. Dans ces rues jonchées de pierres et de gravats, les pompiers ont beaucoup de difficultés à se repositionner. Mais pour les sauvetages, ils ont pour la première fois à leur disposition des bras élévateurs. Ils leur permettent de se placer au plus près des façades des immeubles. Ça a été très dur, très dur. Et puis pour finir, un pompier est monté sur une petite plateforme, vous savez, mais dans le noir. Il ne me voyait pas. Il criait « Où êtes-vous, madame ?» Je suis ici, mais c'est tout. Il est arrivé à se stabiliser devant cette fenêtre et à ce moment-là, ma mère m'a dit « Ma petite fille, pars, moi ma vie est finie. » J'ai dit « Ça, non, maman. » Et le pompier a dit « Ah, les vieilles dames d'abord. » J'ai dit « Alors, tu vois, maman, on est descendu comme ça. Mon mari était arrivé. Pendant ce temps-là, il m'a dit « Écoute, on aurait dit Marie-Antoinette Belbarton à l'échafaud. Vous aviez une allure. » C'est vrai. J'avais un imperméable, un costume et une cravate. Après l'explosion, il ne me restait plus que la cravate, la veste déchirée et l'imperméable complètement lacéré. Ma chemise, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. C'était une opération très très stressante, d'autant plus que le soir, le gaz s'est mis à envahir les égouts. Et à plusieurs reprises, il y a eu des explosions dans les égouts, donc on entendait des grondements dans le quartier. Et moi j'ai vu un regard d'égout en fonte, voler et monter à peu près à hauteur du 6e étage. C'était parti dans le quartier comme ça le soir, donc il a fallu ventiler tous les conduits. Et pendant que les employés du gaz interviennent, les pompiers finissent de lutter contre le feu du 28 avenue de Lamballe. Ils en viendront à bout à 20h30, au bout de 5 heures d'intervention. À la suite de ces explosions,
la brigade va mener une nouvelle réflexion sur l'organisation de la chaîne des secours. C'est à partir de la rue Renoir qu'on s'est rendu compte que cette trilogie bleu, blanc, rouge ne tenait pas, puisque on avait 3 victimes, on est passé à 15, à 18, à 20. Les pompiers avaient tellement peur de se tromper dans le nombre de victimes qu'ils n'ont jamais rien déclenché. Donc on n'avait pas vraiment de plan de secours adapté, et surtout, il n'y avait pratiquement pas de cohésion entre les pompiers et les autres organismes sur place. Si vous voulez, le SAMU travaillait dans son coin, les pompiers travaillaient dans leur coin, la police travaillait dans son coin, et il n'y avait pas de coordination, ce qui a fait qu'on est arrivé à la situation de la rue Renoir. À l'issue de cette grosse intervention, le préfet de police va demander au général, commandant de la brigade à l'époque, le général Ferrauge, de trouver un plan de secours qui tienne la route, qui soit facile à mettre en œuvre et rapide à mettre en œuvre. À ce moment-là, le général Noto va dire « Ok, plan bleu, blanc, rouge, eh bien on supprime le bleu, on supprime le blanc, on garde le rouge. » Et qu'est-ce que ça va être ce plan rouge? Un commandement unique pour toute la chaîne de secours, et on va appliquer sur le plan médical ce que font les militaires sur le terrain, eh bien on va l'adapter aux civils. Je ramasse mes blessés, je les soustrais au feu de l'ennemi, je les trie pour voir leur niveau de gravité, je les mets en condition, je les évacue. Donc nous avons appliqué la règle de base de la médecine de guerre pratiquée en zone de combat sur une population civile en temps de paix. On va créer des postes médicaux avancés et on les évacuera au fur et à mesure qu'ils seront stabilisés vers des hôpitaux prévenus. Voilà le principe du plan rouge. On ne va pas le déclarer tout de suite, ce plan rouge, en particulier à la presse. On va le tester. On va le tester sur des interventions diverses. Les années 80 arrivent. Et pendant que Paris écrit parmi les pages les plus violentes de son histoire, la brigade va expérimenter, ajuster, mettre cette nouvelle organisation à l'épreuve des interventions. Le poste médical avancé est notamment testé lors de l'attentat de la rue Marbeuf. Une voiture explose. Il y a plus de 60 blessés, dont 10 graves. Un directeur des secours médicaux est nommé. Le café de la rue est réquisitionné et on stabilise l'état des blessés avant de les envoyer vers les hôpitaux. Moins d'1 an plus tard, le plan rouge semble bien ancré dans les pratiques de la brigade. Il est déclenché à l'aéroport d'Orly en plein mois de juillet, lorsqu'une bombe vient d'exploser au comptoir de la Turkish Airlines. Orly 83 était la réunion de 3 services particulièrement formés, service médical d'aéroport de Paris, SAMU 94 et service médical de la brigade. Donc c'était une réussite puisque nous avions tous les 3 une formation parfaitement adaptée. 34 médecins mettent en condition de transfert les 20 victimes qui sont dans un état grave. Jacques Asquette était alors responsable du poste médical des moyens brûlés. Moi, j'avais inauguré la numérotation des victimes. Pour la première fois, j'ai pris un papier et j'ai commencé à mettre 1, 2, 3, 4, 5 sur chaque victime. Le général vient me voir, il me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ben, je numérote. Il me dit « Mais ça va servir à quoi ?» Je dis « Vous allez voir. » Blessé numéro 1, donc hop, on l'amenait, il était vu avant de partir, on déterminait, bon lui il part en hélicoptère, lui il part avec un moyen non médicalisé, lui il part avec un moyen médicalisé, etc. Blessé numéro 2, blessé numéro 3, etc. Alors on n'avait pas encore donné un ordre de gravité, puisque ça j'avais fait ça de façon complètement impromptue et très artisanale, mais au moins on les sortait dans l'ordre. Si vous voulez. Le plan rouge continue ensuite de s'améliorer et 3 années plus tard, à partir de 1986, il est systématiquement déclenché devant les situations les plus graves, celles susceptibles de faire de nombreuses victimes, comme ce 17 septembre 1986. L'attentat de la rue de Rennes est le dernier de la série de 86. Bon, on commençait à être rodé un peu, il faut être honnête, il y en avait eu quelques-uns auparavant. C'est peut-être celui qui est resté le plus marquant dans la mémoire des gens. C'était quand même de la boucherie. Il y avait une bombe qui a explosé devant le magasin Tati, il y avait du monde, etc. Je n'ai pas rencontré, entre Masséna dans le 13e et la rue de Rennes, donc dans le 6e, je crois,
pas une seule voiture. C'est-à-dire que la police avait dégagé des grands axes, et en particulier des grands axes qui menaient aux hôpitaux, La Pitié, Cochin, etc. Et ces grands axes étaient libres à la circulation. Ça, c'était quelque chose de nouveau. L'attentat fera 7 morts et plus de 50 blessés. Il clôt cette série macabre des années 80. Les secours auront ensuite droit à quelques années de répit, avant un certain jour du mois de mai de l'année 1995. Une notion de 11 blessés graves en bas sur le quai. Bilan provisoire, parlez. Ce 25 juillet, ce sont plus de 250 hommes de la brigade qui vont être mobilisés. C'était une jolie journée d'été. Il est 17h30 et le RER qui vient de Gare du Nord arrive à la station Saint-Michel-Notre-Dame. À peine la lumière est arrivée en sortant du tunnel, qu'il y a eu cette déflagration, mais que j'ai jamais entendu nulle part ailleurs qu'à la télé, mais le bruit il est explicite. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit tout de suite, c'est une bombe. Le conducteur du train déclenche l'alerte. Le capitaine Kerdonkuf et ses hommes quittent alors la caserne du Vieux-Colombier dans le 6e arrondissement. Ils sont les premiers arrivés sur place. Lorsque nous arrivons sur le pont à hauteur de la gare Saint-Michel, c'est la vie normale à Paris un 25 juillet et les voyageurs remontent de la gare Saint-Michel. On n'a pas une perception de la fumée, on n'a pas de perception de blessés et les gens sont joyeux. Le sous-officier qui était avec moi descend dans la gare Saint-Michel. Ça prend quelques minutes. Moi, j'ai fini de m'équiper. Donc, je vais pour descendre et aussi voir ce qui se passe en sous-sol. À ce moment-là, le sergent-chef Fréchin remonte à la surface avec des grands yeux et me regarde et me dit « Mon capitaine, il faut déclencher le plan rouge. Il y a eu une explosion. Il y a de nombreux blessés. » Dans le wagon, tout était calme. Du moins, je n'ai aucun souvenir s'il y a eu des bruits. Comme j'ai pas de souvenir s'il y a eu panique et pourtant j'ai des bleus qui sont apparus, c'est pas les miens, c'est quelqu'un qui s'est accroché à moi. Je peux pas dire si c'est quelques secondes après, quelques minutes, un quart d'heure, on n'en sait rien, on n'a plus la notion du temps. J'ai vu quelqu'un qui, au ralenti, qui levait la jambe par-dessus la porte du RER pour sortir sur le quai. C'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de carreau, au moins à la porte, et on a tous enchaîné. Après avoir appelé des renforts, le capitaine Kerdonkuf descend dans la station pour une évaluation plus précise du nombre de blessés. Mais la gare est très grande, organisée sur plusieurs niveaux. Et à l'intérieur, les victimes se mêlent aux autres voyageurs. J'arrive dans le premier hall de Saint-Michel et je vois encore ces deux femmes souriantes. Derrière elles, un homme totalement brûlé de la tête aux pieds, avec quelques lambeaux de vêtements sur le corps, noirci par l'explosion, et qui me regarde hagard, qui me voit entre ces deux femmes avec mon casque et ce cuir. Et je reste regarder cet homme-là, et les deux femmes aussi me regardent, se retournent et voient cette victime totalement brûlée qui les écarte et qui vient en fin de compte dans mes bras. Le médecin Jacques Asquette arrive, lui, par une autre entrée. J'arrive à l'angle de la rue Saint-Jacques, il y a une toute petite entrée de métro, et là je vois déjà 7 ou 8 personnes en vrac par terre. Et on s'arrête, et je vois des petites fumerolles qui sortent par cette entrée de métro. Je suis descendu, et là il y a une grande salle où j'ai vu une quinzaine de personnes, avec une personne devant, et les autres qui suivaient. La personne tournait à droite, les autres suivaient, tournaient à droite. Donc une espèce d'hébétude, et ils savent pas où ils vont, et ils marchent un petit peu au hasard, c'est assez étonnant. En fait, on est choqués. On fuit quelque chose, on ne sait pas trop quoi. J'ai vu des images, je ne comprenais pas parce que c'était pas le contexte d'un RER. Et une dame montait les marches de l'escalier et elle avait les jambes en sang. Et à chaque fois qu'elle montait une marche, sur la marche inférieure, il y avait l'empreinte de son pas pleine de sang. Elle avait une jolie robe avec des tons d'automne marron, jaune, vert.
Sauf que des lambeaux de robe tombaient au fur et à mesure qu'elle montait les marches. Donc elle était vraiment en feu. Et les deux messieurs sont arrivés en lui disant « Madame, madame, vous êtes en feu ». Et là, ils ont mis des mots sur les images que je voyais. Et d'un seul coup, je me suis regardée devant parce que je me suis demandé... Parce qu'elle, elle marchait sans douleur, sans chaussures, elle ne se rendait compte de rien, en fait. Donc je me suis regardée, j'avais rien derrière, j'ai continué mon chemin. Arlette Royer rentre chez elle. Ce n'est que quelques heures plus tard, en allumant sa télévision, qu'elle réalise ce qu'elle vient de vivre. Au départ, on descend à 10. À 10, avec des dizaines de victimes, des morts. Nous ne sommes pas suffisants. Nous, on attend, j'ai dit tout à l'heure, que les renforts arrivaient en 5-6 minutes. C'est court, mais pour nous, même pompiers qui sommes sur place, on attend impatiemment nos camarades. Environ 20 minutes après l'explosion, un flot continuel d'engins de secours arrive sur les lieux. À leur bord, les pompiers de la BSPP, mais aussi le SAMU, la Croix-Rouge. Chacun doit trouver sa place dans le dispositif de secours. Le colonel me dit que j'ai comme mission d'être officier ramassage. C'est l'officier qui est chargé de l'évaluation du nombre de victimes, du ramassage de ces victimes pour le transporter vers le poste médical avancé. Et puis très rapidement, le DSM est arrivé, il m'a dit « Bon, écoute, je te remercie beaucoup, j'ai plus besoin de toi ici, tu vas monter, m'organiser le PMA au Café Saint-Michel. » Et il me dit « Tu me fais rapatrier ces 8 ou 9 victimes vers le café. » Je me suis chargé de rapatrier tout ça là-bas et d'organiser le premier PMA. Puis très rapidement, ce premier PMA a été saturé. Les victimes ne cessent d'affluer. En sous-sol, pendant que les sapeurs s'attaquent à un début d'incendie dans la rame, les médecins soignent les blessures dues à l'explosion. Je mets en place un dispositif avec les sapeurs-pompiers pour faire remonter les victimes, mais aussi aider les médecins pour porter les perfusions, pour aider à porter le matériel du SAMU. Donc je mets un dispositif global en place. Je demande des moyens de communication. On avait ce qu'on appelle un généphone, qui est un interphone filaire qui est relié depuis la surface vers moi. Et c'est un sapeur-pompier qui déroule un fil, un câble, qui nous permet de communiquer directement à la surface. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un système archaïque, mais ça fonctionne, quoi. Il y a 8 morts, mais aussi 120 blessés à transporter dans les hôpitaux de la capitale. Le parvis de la cathédrale Notre-Dame est vidé de ses touristes et les hélicoptères prennent place. Les dernières victimes seront évacuées à 20h15, 3 heures après le début de l'opération. J'ai dû rester un peu plus d'1 heure au sous-sol de la gare Saint-Michel. Et en fin de compte, je ne remonte que lorsqu'on m'en donne l'ordre, mais aussi lorsque je dis que voilà, toutes les victimes sont remontées en surface. Il ne reste que les personnes décédées ou sur le quai ou dans les wagons.
Et pendant tout ce temps, autour de la gare, on tente pour la première fois de prendre en charge psychologiquement les familles et les personnes impliquées dans l'attentat. À Saint-Michel, donc, on a, dans une partie du café, on a regroupé tous les gens qui sont revenus, parce que quand ils voient que les secours s'organisent, que les pompiers sont sur place, ils reviennent. Donc tous ces gens-là, on les avait regroupés à un endroit bien précis, et les psychologues ont commencé à les prendre en charge. Ces gens-là, surtout s'ils ont de la famille parmi les victimes, sont des gens qui vont, entre guillemets, nous déranger. Parce qu'ils vont, et c'est normal, c'est tout à fait humain et logique, ils vont essayer d'avoir des nouvelles de leurs amis, de leurs frères, de leurs sœurs, enfin, etc., de leur famille, et ils vont venir dans le PMA et ils vont perturber le travail du PMA. C'est bénéfique pour le patient, bien entendu, et ça nous soulage dans notre travail parce que ça nous permet d'avoir de l'ordre à l'intérieur des PMA. Le soir même, le comité interministériel de lutte antiterroriste s'est réuni au ministère de l'Intérieur. Le ministre Jean-Louis Debré affirme que toutes les mesures pour que cela ne se reproduise pas seront prises. À peine 3 mois plus tard, une bombe explose à la station Orsay, faisant 26 blessés. Au total, ce sont 8 attentats à la bombe qui auront lieu en 1995 en France. Ces événements génèrent de tels traumatismes psychologiques que Jacques Chirac demandera au médecin général Louis Croc de réfléchir à une prise en charge des victimes. Le président Chirac et le ministre Manoury étaient venus à Salpêtrière voir les blessés. Il y en avait qui étaient secoués, l'autre qui pleurait, etc. Et Chirac a dit à Manoury, mais il faut faire quelque chose. On découvrait à ce moment-là que notre devoir de médecin est non seulement de soulager la souffrance physique, mais de soulager aussi la souffrance psychique. C'est notre devoir, on ne peut pas laisser les gens souffrir. Alors à cause de ça, on a donc créé ce réseau de cellules d'urgence médico-psychologiques dans chaque département, dans les 100 départements français. Depuis, les victimes sont très vite prises en charge par des psychologues. Elles se remettent souvent mieux et plus vite de ce qu'elles ont vécu. C'est d'abord un homme ou une femme qui a choisi de dédier tout ou partie de sa vie à porter secours et à répondre à une détresse. Et notre devise peut faire peur, mais elle traduit bien cet engagement fort, sauver ou périr. Jacques Carmancuff, lieutenant-colonel à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Je suis rentré à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en fin d'année 1972. Depuis 1963. Mon service total à la brigade était donc de 22 ans, de 1966 à 1988. Je m'appelle Michel Bignan, je suis colonel en retraite de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, où j'ai servi pendant presque 30 ans.